Bonjour à tous, bonne année. Merci de nous retrouver pour notre et mon premier webinaire de French Morning en 2025. Alors, vous êtes plus de 200 à vous être inscrits aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir un maximum d'interactions. Aujourd'hui, on va voir les bonnes résolutions à adopter pour notre patrimoine, nous, résidant aux États-Unis, aujourd'hui en 2025. Notre expert du jour, c'est un habitué de French Morning, il s'appelle Alexandre Quentin. Il est associé et directeur des investissements chez USA France Financial. Il a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis. Alexandre fait aussi partie de la liste Forbes des meilleurs professionnels de la finance en 2024 et en 2023. Et il accompagne aujourd'hui avec son équipe d'une vingtaine de personnes, plus de 1500 familles franco-américaines dans leurs investissements transatlantiques. Alors, Alexandre va partager son écran, il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait au quotidien. L'idée, c'est que vous puissiez aussi poser un maximum de questions. On va essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas dans la partie questions-réponses, Q&A, QNR, juste ici en bas sur Zoom. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez poser vos questions. Je les vois aussi en direct. Et puis, si jamais vous devez vous absenter et que vous souhaitez reprendre la conversation avec Alexandre en privé, vous verrez, il y a son QR code qui sera affiché. Donc, je pense que maintenant vous avez l'habitude, sur tous les webinaires de French Morning, on a toujours un petit QR code pour pouvoir prendre un rendez-vous privé avec les intervenants. Alexandre, la parole est à toi. Merci Romain. En effet, mes meilleurs voeux en cette nouvelle année. Je vous souhaite évidemment la santé, la prospérité et des moments que l'on pourra se souvenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va aborder donc les bonnes résolutions patrimoniales et financières. Qu'est-ce qu'il faut déjà, on va dire, s'assurer, hein, des fois, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas forcément envie de passer pas mal de temps. Notamment, je prends l'exemple, les documents testamentaires, s'assurer que la responsabilité civile qu'on appelle l'umbrella policy soit à jour, etc. Des choses un petit peu basiques, mais qui sont importantes dans notre stratégie patrimoniale. On va regarder donc l'aspect donc des résolutions patrimoniales, mais également de comment orienter notre portefeuille d'investissement en 2025. Donc c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Avant qu'on s'entre dans le vif du sujet, quelques mots sur ESA France Financials. On est maintenant en effet une équipe de 20 personnes, dont 5 associés. On permet aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs problématiques patrimoniales. Donc ça prend en considération tous les aspects, que ce soit financiers, fiscaux, légaux, qui puissent affecter notre futur. Et en effet, on est là pour accompagner notre communauté, que l'on soit ici pour le reste de notre vie ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs. On a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Évidemment, si vous posez des questions sur votre patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez mon QR code à la fin du webinaire. C'est avec plaisir de pouvoir commencer une discussion ensemble. Voici les deux sujets que je souhaite aborder pour aujourd'hui. Donc, quelles sont les bonnes résolutions financières pour 2025? On va voir 3 ou 4 points importants et on va voir donc quelles sont les pistes pour votre portefeuille en 2025 avec la nouvelle administration américaine qui va être au pouvoir. Il y a potentiellement des choses à adapter et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, en termes de résolution financière, premièrement, c'est de pouvoir s'assurer de protéger votre famille et votre patrimoine. Refaire un point là-dessus. Il y a 12 façons de se protéger ici aux États-Unis sur 3 thèmes importants. Soit vous n'êtes pas du tout protégé, soit vous êtes sous-protégé, soit vous êtes protégé de manière optimale. Évidemment, essayez d'être du point le plus optimal possible. Gardez en tête que si vous mettez de l'argent de côté et vous essayez de pouvoir mettre de l'argent vers la retraite, par exemple, mais que puisse s'arrêter à tout moment sur une de ces 3 grosses catégories, bah, à quoi bon mettre de l'argent de côté si on n'est pas assuré au niveau de sa famille et de son patrimoine dans un premier temps? Donc, la première catégorie, c'est en cas de procès. Donc, ce sont les 3 points à la fois d'avoir une auto-assurance, une assurance pour la voiture, une homeowner insurance si vous avez détenu un bien, ou bien une rental insurance si vous êtes locataire. Et enfin, de rajouter l'umbrella policy, ce qui est la responsabilité civile. En France, on l'a de quasi manière automatique. On a même une assurance complémentaire de santé, on a une responsabilité civile qui est attachée. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il faut que vous demandiez à votre assureur auto-maison cette umbrella policy, cette responsabilité civile qui, en cas de pépin, vous renversez quelqu'un
ou même si vous prenez une umbrella policy et que quelqu'un vous renverse, que vous ayez la possibilité d'être assuré en cas de pépin. Et c'est vrai que le plus gros risque aux États-Unis, c'est notamment de conduire et de renverser quelqu'un qui viendrait invalide ou décéderait. Les montants seraient énormes. Sachez qu'on est généralement couvert jusqu'à 250 000, 500 000 dollars par accident, 250 000 dollars par personne, 500 000 dollars par accident. Ben, si par exemple on renverse quelqu'un qui a 30 ans qui gagne 100 000 dollars, cette personne pouvait encore gagner pendant 30 ans 100 000 dollars, donc 3 millions de dollars. La compagnie d'assurance paye pour 250 000, le reste c'est pour votre poche, hein. C'est important d'avoir cette umbrella policy. On va conseiller d'avoir au minimum un montant supérieur ou égal au montant net de votre patrimoine. C'est le minimum que je vous conseille d'avoir. Voici pour ce premier point. Le deuxième point, c'est lié à la santé. C'est d'avoir en effet une assurance médicale, hein. C'est important d'avoir une assurance médicale aux États-Unis. Ça peut être plusieurs millions de dollars de frais d'hôpitaux ici aux États-Unis. Donc évidemment, en avoir une est important. L'avantage, c'est que toutes les couvertures médicales sont maintenant Obamacare approved, c'est-à-dire que en cas de pépin, vous avez un montant d'assurabilité illimité. Et donc, il y a moins de risques sur votre patrimoine quand vous détenez une assurance santé. L'aspect disability insurance, en cas d'invalidité et d'incapacité, vous n'avez pas la capacité de pouvoir travailler pendant une très longue période de temps, un cancer ou quelque chose, qu'il y ait au moins un paycheck qui continue à arriver pour pouvoir garder le style de vie et l'intégrité de la famille, mais également de pouvoir continuer à épargner pour l'avenir. Et donc, une assurance invalidité a beaucoup de sens. Généralement, quand on a un employeur, on a 50 à 60% de notre salaire qui est couvert, mais cela peut être généralement optimisé, soit parce que vous avez une option volontaire que vous pouvez prendre à travers votre employeur, ou bien vous pouvez aller chercher sur le marché privé un complémentaire d'assurance pour pouvoir protéger à peu près 65 à 70% de vos revenus en cas d'invalidité, et cela paierait généralement jusqu'à l'âge de 65 ans. Hein, comme ça, vous pouvez pouvoir dormir sur vos deux oreilles en cas d'incapacité ou d'invalidité. Et enfin, dans ce point-là, tout ce qui est long-term care insurance, ce sont les soins de dépendance. Il faut savoir que ça coûte très cher aux États-Unis si vous avez besoin de faire appel à une maison médicalisée à un moment donné de votre vie. Il faut savoir que ben, la plupart des gens vont à terme avoir besoin d'une assistante médicalisée, d'aller dans une institution. Et à ce titre, aux États-Unis, on parle de 11 à 14 000 dollars par mois de budget. On sera plutôt autour des 3 à 5 000 euros en France. Donc, il y a des possibilités de pouvoir assurer cela, soit à travers ce qu'on appelle des standalone products, c'est-à-dire des instruments d'assurance qui ont ce rôle-là, ou bien de rajouter une option sur d'autres instruments tels que des contrats d'assurance vie ou des contrats d'annuité ici aux États-Unis qui permet de pouvoir faciliter le paiement de cette liability future qu'on va devoir avoir très probablement. Le dernier point, c'est lié au décès, notamment. Mais déjà, d'un point de vue légal, c'est d'avoir ces documents testamentaires en place. Il y a généralement 5 documents. Le will, le trust, le power of attorney, le living will, et pour les gens qui ont des enfants mineurs, je rajouterai également le guardianship. Donc le will, c'est le testament. Qu'est-ce qui arriverait en cas de décès? Deuxièmement, c'est les trusts. Il existe deux types de trusts. Il y a ce qu'on appelle le trust révocable et irrévocable. Le trust révocable nous permet de pouvoir garder potentiellement un contrôle sur notre argent après notre décès. Par exemple, dans mes documents testamentaires, en cas du décès de ma femme et moi, mes enfants récupéraient un tiers à la majorité, un tiers à 25 ans et un tiers à 30 ans. Ça nous permet de pouvoir s'assurer d'avoir un certain contrôle au-delà du décès, puisque peut-être qu'à 18 ans ou 21 ans, à la majorité, l'enfant n'aurait peut-être pas la possibilité de prendre les meilleures décisions pour son futur à ce moment-là et de pouvoir garder certains, on va dire, ajustements, en tout cas, pourraient être intéressants dans ces trusts. Le trust irrévocable serait potentiellement pour les personnes qui sont assez fortunées. On parle aujourd'hui d'un patrimoine supérieur à 27 millions de dollars. On a la possibilité de faire des donations dans un trust irrévocable et ainsi de pouvoir sortir une partie de notre patrimoine dès maintenant et lors du décès que ce patrimoine-là ne soit pas compté dans les frais de succession. Donc, il y a des manières de pouvoir faciliter les choses. S'il y a un potentiel retour en France, attention, les trusts ne sont pas très bien vus de la part de l'IRS, français, du fisc français. Et donc, à ce titre, il y a peut-être d'autres solutions telles que des familles aussi à prendre en considération. Le power of attorney, donc il y en a deux types, ce qu'on appelle les procurations, à la fois médicales et financières. Important, si par exemple l'époux ou l'épouse est à l'hôpital et est en incapacité de prendre des décisions médicales pour elle ou lui, le mari
ou la femme n'a pas forcément la possibilité de prendre des décisions, à moins d'avoir ce document en place. Et pareil pour tout ce qui est financier, c'est de pouvoir accéder au compte du conjoint à la conjointe. S'il y a par exemple des comptes individuels et qu'on n'a pas accès, bah, sans ce document, on ne peut pas toucher à ces liquidités sans ce document. Le living will, ce sont les dernières volontés. Et enfin, le guardianship. Hein. Si par exemple, vous avez des enfants mineurs, ce ne serait pas inintéressant d'avoir des guardianships temporaires de 2 semaines ici aux États-Unis et potentiellement des guardians permanents en France qui viendraient récupérer les enfants après 2 semaines. Si ce n'est pas le cas, vous laissez le choix à un juge américain de prendre des décisions sur le futur des enfants et cette personne-là est en charge du futur des enfants et donc ne va pas prendre des décisions à la légère et ça peut prendre plusieurs mois, voire années avant que les enfants puissent retourner en France. Donc c'est important d'avoir ce type de document en place. Buy-sell agreement, c'est si vous êtes partenaire dans un projet entrepreneurial, une des premières causes qu'une entreprise ferme, c'est parce que le buy-sell agreement n'a pas été rédigé et qu'il n'est pas fondé de manière optimale en cas de divorce, de décès, d'invalidité d'un des partenaires. Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? Et il s'agit d'être vraiment proactif d'un point de vue des instruments légaux, mais également financiers, pour pouvoir s'assurer que la compagnie puisse subsister en cas de pépin des partenaires. Et enfin, c'est l'assurance vie slash assurance décès ici aux États-Unis, ce qu'on appelle life insurance. Il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle le term insurance et le permanent life insurance. Le term insurance, c'est l'assurance décès pure, tout simplement. En cas de décès, un montant, un capital serait donné aux bénéficiaires. Ce ne serait pas inintéressant de détenir un patrimoine, ou en tout cas un montant d'assurance décès en cas de décès, qui est adapté à la fois à vos revenus et votre âge et les besoins de la famille. Et enfin, potentiellement considérer des instruments dits d'assurance vie qui, aux États-Unis, détiennent à la fois une épargne et également une assurance décès qui permet à la fois de protéger la famille, mais également de pouvoir épargner pour l'avenir, à la fois en phase d'accumulation, en phase de retraite, mais également avoir certains avantages également d'un point de vue successoral, que vous soyez en France ou aux États-Unis, de pouvoir bénéficier de ce type d'instrument que vous avez mis en place aux États-Unis, puisque d'un point de vue de la fiscalité internationale, ce type d'instrument garde de leur cachet. Et c'est un instrument à la fois flexible et portable, et donc pas inintéressant à considérer à la fois en termes de protection, mais également de construction patrimoniale. Voici pour ce premier point, c'est, et je le répéterai jamais assez, c'est de pouvoir s'assurer que votre famille et votre patrimoine soient protégés de manière optimale. Ce n'est pas fun comme sujet, mais quand c'est mis en place, on a moins à devoir s'en occuper et les ajustements à faire en langue de ouais sont pas énormes, hein. À moins qu'il se passe des choses dans la famille pour revoir les documents testamentaires, où il y a une augmentation considérable ou conséquente du patrimoine, où il faut réajuster les montants d'umbrella policy. Mais quand c'est en place, généralement, il n'y a pas beaucoup de maintenance à avoir derrière. Donc, n'hésitez pas à mettre cela en place. Ce serait la première bonne résolution pour 2025. Deuxième point, c'est de s'assurer que vous soyez compliant avec l'IRS et le fisc en France, français. Si vous avez des comptes à l'étranger pour une valeur supérieure totale de 10 000 dollars, si la totalité de votre patrimoine, de vos comptes à l'étranger, le compte financier, l'assurance vie ou autre, sont supérieurs à 10 000 dollars, vous avez des obligations de déclaration à l'IRS. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une fiscalité, mais il y a des obligations de déclaration. Et si vous n'êtes pas compliant, il y a des pénalités très importantes. Soyez proactifs là-dessus. Il y a des manières également de pouvoir le faire, hein. Donc, n'hésitez pas non plus à faire appel à des professionnels, comptables, fiscalistes, pour vous accompagner dans la mise en place de ces documents, puisque certains instruments, par exemple tout ce qui est assurance vie en France, ou si vous avez des comptes avec des fonds, que ce soit des ETF, des mutual funds, OPCVM, EICTS, l'argent est potentiellement considéré comme du PFIC, Passive Foreign Investment Company ici aux États-Unis. La manière dans laquelle vous allez devoir vous remplir ce type de document va être complètement différent qu'un compte classique. Et donc, il faut avoir cette connaissance, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est vraiment purement de la fiscalité comptabilité. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nos amis comptables fiscalistes pour vous aider à vous assurer que vous soyez compliant, parce que les pénalités peuvent être extrêmement punitives. Et si vous ne le faites pas et que l'IRS revient plusieurs années plus tard et vous dire, ah bah, vous n'avez pas été compliant, vous avez même des pénalités au-dessus de ces pénalités. Donc, n'hésitez pas à vous en assurer. Troisièmement, je vous invite à booster votre credit score. C'est toujours important que vous soyez là depuis quelques jours, ou plusieurs mois, ou même plusieurs années, de s'assurer que vous ayez un bon credit score. Ça vous permet d'accéder au crédit
aux taux les plus attractifs. Si vous n'avez pas un bon credit score, certaines banques ou agences de crédit vont potentiellement être confortables de vous faire un prêt, mais à des taux extrêmement élevés. Plus votre credit score est élevé, et plus vous aurez d'avantages à avoir des taux d'intérêt les plus bas possibles pour pouvoir acheter une voiture, acheter un cell phone même à crédit ou acheter de l'immobilier. Et donc, n'hésitez pas à booster votre credit score. Il y a des applications gratuites telles que Credit Karma, Karma, que vous pouvez utiliser pour pouvoir monitorer votre credit score. Voici un screenshot que j'avais pris il y a quelques mois de mon credit score, où vous avez les différents critères sur la droite. Est-ce que vous êtes un bon payeur? Donc, quel que soit, si vous avez une carte de crédit, assurez-vous que vous allez payer tous les mois à temps cette carte de crédit, même si c'est le minimum demandé, qu'il soit payé à temps, ça a le plus d'impact. Il faut ici également s'assurer d'avoir une utilisation de la ligne de crédit la plus faible possible. Donc, par exemple, si vous avez une ligne de crédit de 10 000 $ sur votre carte de crédit, l'idée, c'est de manière optimale de ne pas utiliser plus de 20% de cette ligne. C'est-à-dire, imaginez que vous avez 2 000 $ sur la carte de crédit. Bah, si vous commencez à avoir plus à mettre sur la carte de crédit, ce ne serait pas inintéressant de repayer avant la fin du mois pour pouvoir s'assurer que le taux d'utilisation de la carte de crédit soit inférieur de manière optimale à 20%. Il s'agit également de ne pas avoir de remarques dérogatoires, c'est-à-dire que des agences de recouvrement ont dû avoir été fait appel et sur lesquelles donc vous n'êtes pas un bon payeur, donc c'est important. Et également, l'âge de crédit moyen est important, donc il s'agit de pouvoir garder, par exemple, si vous mettez en place une carte de crédit, c'est pas inintéressant de garder les plus anciennes de vos cartes de crédit pendant une très longue période de temps, parce que si vous fermez ces cartes de crédit-là, vous allez réduire la moyenne de l'ensemble de vos lignes de crédit. Donc, ce n'est pas inintéressant de pouvoir ouvrir des cartes de crédit rapidement quand vous arrivez aux États-Unis et de les garder très, très, très longtemps. Assurez-vous également qu'elles soient, on va dire, acceptables en termes de frais et d'utilisation. N'hésitez pas d'avoir une carte de crédit qui coûte 0%, 0 euros, 0 dollars par an et de le garder pendant une très longue période de temps. Et enfin, il s'agit d'avoir un nombre de comptes élevé, que ce soit des prêts immobiliers, que ce soit des lignes de crédit ou bien de cartes de crédit. Généralement, ils recommandent d'avoir plus de 20 lignes pour être de la manière la plus optimale possible. Donc n'hésitez pas à ouvrir des cartes de crédit pour justement booster votre credit score. Voilà pour ce booster de crédit. Et enfin, on va, en termes de résolution, essayer d'être de plus en plus proactif sur la réduction de l'impact fiscal de l'ensemble de votre stratégie patrimoniale et notamment de votre stratégie d'investissement. On vous a mis ici 5 solutions à considérer pour pouvoir réduire l'impact fiscal de l'investissement. Donc la première, c'est de pouvoir utiliser des comptes financiers qui sont fiscalement avantageux. Les premiers que vous voyez à l'écran ici en haut à gauche sont liés à la retraite. Des 401k, IRA, Roth 401k, Roth IRA, qui seront dédiés à la retraite. Des 529 plans qui sont dédiés à l'éducation des enfants ou des comptes liés à des dépenses médicales qu'on appelle les HSA et le FSA. Il faut savoir que le HSA ou le FSA sont les comptes les plus fiscalement avantageux, puisque si vous dépensez de l'argent envers des soins médicaux à terme, eh ben, vous allez avoir de l'argent que vous allez mettre pré-impôt, qui va être déféré fiscalement et que vous allez pouvoir utiliser sans impact fiscal. Donc, il y a le triptyque déduction fiscale, déferlement fiscal et non-fiscalité de la sortie des fonds si c'est utilisé pour des frais médicaux. Ce qui est intéressant dans le HSA également, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent du HSA la même année que vous avez contribué. Vous pouvez le déférer dans le temps très longtemps, des décennies si vous le souhaitez. Cet argent pourra être investi, lié au marché financier, et donc vous allez pouvoir sortir à terme cet argent-là, tant que vous avez la possibilité de dire oui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai eu cette dépense médicale qui va justifier le retrait de mon argent aujourd'hui. Et donc, à ce titre, vous allez pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux quand même assez intéressants. Les plafonds, tous les ans, sont assez bas de ce qu'on peut contribuer. N'hésitez pas d'aller au plafond de ce type de compte, notamment le HSA. Pour avoir accès à un HSA, généralement, il faut que vous ayez un high deductible plan en termes de couverture médicale. Deuxièmement, c'est de détenir des instruments fiscalement avantageux. Par exemple, des obligations, dites des obligations municipal bonds, ici aux États-Unis. Imaginez que vous habitez dans l'État de New York
et que vous ayez une fiscalité, et vous habitez à New York, vous avez une fiscalité au niveau fédéral, au niveau étatique et au niveau de la ville, et bien si vous détenez des obligations municipales de l'État de New York, vous n'aurez ni fiscalité au niveau fédéral, ni au niveau local. Et donc, à ce titre, vous allez réduire potentiellement l'impact fiscal de ces rendements. Et puis également considérer l'assurance vie permanente, de Permanent Life Insurance ici aux États-Unis, qui est une des plus grandes niches fiscales, puisque c'est de l'argent que vous allez mettre après impôt. Donc, vous avez du cash à la banque, vous allez déposer sur ce type d'instrument-là, et après, vous n'aurez plus jamais de fiscalité derrière, à la fois sur l'augmentation du contrat, l'utilisation de ces liquidités durant votre vivant, et en plus, il y a un effet de levier d'assurance décès derrière, qui est également income tax free, qui partirait aux bénéficiaires. Donc, dès que vous déposez $1, quand vous allez l'utiliser de manière optimale, vous allez pouvoir l'utiliser sans plus aucune fiscalité derrière et vous allez garder notamment nombreux avantages financiers, fiscaux et légaux, même en cas de retour en France ou partout dans le monde avec ce type d'instrument-là. Donc, ce n'est pas inintéressant de considérer des instruments qui vous permettent de ne pas avoir de fiscalité derrière. Troisièmement, c'est d'optimiser le positionnement des actifs au sein de ces comptes. Donc, je prends un exemple assez simple. Imaginez que vous avez des comptes de retraite et vous avez des comptes classiques d'investissement sur lesquels vous avez une fiscalité annuelle. Vous avez des 1099 qui tombent. Et généralement, je vais prendre un exemple, imaginez que vous soyez plutôt dynamique dans votre approche de gérer les investissements. Vous allez voir, par exemple, avoir un portefeuille 80% en actions et 20% en obligations. Le rôle des obligations généralement dans un portefeuille, c'est de réduire la volatilité, c'est-à-dire réduire le risque du portefeuille. Et bien ces 20%, s'ils ne sont pas par exemple des obligations municipales, il y aurait potentiellement une fiscalité annuelle sur ce type d'instrument. Or, si vous les positionnez dans un compte de retraite, il y a un déferrement fiscal. Donc, au lieu de regarder un compte de retraite purement sur un horizon d'investissement élevé, parce que si on a un compte de retraite, c'est potentiellement avec la possibilité de retirer ses fonds d'ici 5, 10, 15, 20, potentiellement plus. Et donc, si c'est plus que 20 ans, on va se dire, bah, j'ai un horizon d'investissement élevé, donc je peux être plus agressif et donc réduire le besoin d'obligations. Or, si on a besoin de plus de liquidités à court terme, on va avoir peut-être plus d'obligations. Et à ce terme, eh ben, on va avoir beaucoup plus de fiscalité puisque les obligations vont, eux, générer du revenu sur lequel il y aurait de la fiscalité alors qu'on aurait pu le mettre dans un compte déféré fiscalement. Donc, ce n'est pas inintéressant de trouver le bon juste milieu en termes de la gestion du risque souhaité, mais également de la gestion de l'impact fiscal et de savoir où positionner cet aspect obligataire. Donc, ce n'est pas inintéressant de pouvoir aussi step back quand on a déjà mis en place un plan financier, de savoir dans quelle direction on souhaite aller, de pouvoir également avoir ce qu'on appelle un asset location, un positionnement des actifs qui soit de la manière la plus optimale possible. Point numéro 4, l'idée c'est de bénéficier de techniques proactives au sein du portefeuille. Et donc là, je me réfère donc à ces deux graphiques. C'est qu'au niveau du portefeuille, bah, potentiellement, si l'impact fiscal n'est pas géré, vous pouvez voir une énorme différence sur le long terme. Il y a quasiment 60% de la valeur du portefeuille qui aurait été perdue en impôts along the way. Entre ces deux lignes que vous voyez sur le côté droit, et ben, qu'est-ce qui est faisable de nos jours? Et ben, de nos jours, on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle notamment. Et de manière proactive, au lieu que de manière préhistorique, ben, à la fin de l'année, on regarde, bon, ben, j'ai des plus-values réalisées, j'ai également des moins-values latentes. L'idée, c'est de vendre les moins-values latentes pour réaliser ces moins-values qui viennent offsetter les plus-values. Et bien, de nos jours, on peut le faire de manière proactive grâce à l'intelligence artificielle au sein du portefeuille de manière quotidienne. Et voici 6 stratégies sur le côté en bas à gauche que vous voyez. Mais je vais vous donner un exemple simple. Imaginons qu'il y a une journée qui est négative au niveau des marchés. Et ben, de manière proactive, l'intelligence artificielle peut vendre quelques positions pour créer de la moins-value à court terme et ainsi, lors de rebalancement, de pouvoir offsetter certaines plus-values. Et donc, il y a une gestion proactive de l'impact fiscal de manière journalière et qui, à terme, peut faire économiser généralement en moyenne, de manière historique, c'est 1% de rendement par an qui aurait été perdu en impôts, qui est recapturé par une gestion proactive de l'impact fiscal au niveau du portefeuille. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir rebalancer le portefeuille et ainsi de réaliser ses pertes. Bon, je reviens à ce que j'ai dit, mais ça, vous pouvez le faire non pas qu'au sein du portefeuille, mais au sein d'une stratégie également globale. Si d'autres classes actives, d'autres instruments ont potentiellement perdu de la valeur, il s'agit potentiellement de pouvoir vendre de manière proactive et de regarder l'ensemble de la stratégie patrimoniale. The Watchtower Rule, c'est tout simplement, c'est que si vous avez réalisé une moins-value et que vous rachetez la même position dans les 30 jours, cette moins-value ne sera pas acceptée. Il s'agit d'attendre au minimum 30 jours pour racheter la position derrière, pour que la moins-value soit valable au niveau d'iOS.
Voici pour ces premières bonnes résolutions. On va maintenant passer au point numéro 2 de ce webinaire. Et donc, on va être un petit peu plus dans la proactivité stratégique du portefeuille pour 2025. Donc, voici les 4 stratégies que je vous propose de faire un point et également d'implémenter pour 2025. Donc, voici ces 4 stratégies. Donc, premièrement, une stratégie d'investissement qui est réfléchie, de pouvoir éviter au maximum les prises de décision émotionnelles. Le point numéro 2, d'avoir une stratégie donc holistique qui va prendre en considération l'ensemble de la stratégie, qui va avoir un impact également sur la manière dans laquelle on va gérer les investissements. Le point numéro 3, c'est d'avoir une stratégie à haute vélocité. C'est-à-dire que si on peut faire en sorte qu'un même dollar puisse travailler 2 ou 3 fois en même temps, on va démultiplier sa stratégie patrimoniale. On va voir comment on peut le faire. Et dernièrement, il s'agit de mettre en place une stratégie à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir tous ses œufs dans le même panier, et deux, d'avoir le bon ratio. Il s'agit d'avoir le bon ratio entre les actifs défensifs et les actifs de croissance à tout moment. Ça va vous permettre, quel que soit l'univers économique et financier dans lequel nous sommes, d'être toujours et pour le reste de votre vie en position de force. Et on va voir comment est-ce qu'on peut déjà, le mettre en place, et deux, être proactif pour pouvoir être en position de force à l'instant T, quel que soit où sont les marchés. Donc, pour ce faire, on va commencer par ce point numéro 1, qui est une stratégie d'investissement qui soit réfléchie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, l'évolution des marchés financiers vient potentiellement avec des émotions. Quand les marchés sont hauts, les gens sont plutôt euphoriques. Quand le marché est très bas ou qu'il y a des baisses drastiques, il peut y avoir des paniques. Et l'idée, c'est de pouvoir s'assurer d'avoir une gestion d'autant plus rationnelle que possible. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% de rendement par an. L'investisseur moyen n'a généré que 5,5. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. L'avantage, généralement, de pouvoir travailler avec un conseil financier, c'est de pouvoir mettre ce mur de Chine entre vos émotions et ce qui est d'autant plus rationnel pour cette prise de décision stratégique pour vous et votre futur. Le point numéro 2, c'est de pouvoir avoir déjà, une diversification de portefeuille, c'est-à-dire ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, d'avoir au minimum 6 classes d'actifs, de diversification, à la fois sur les grosses capitalisations américaines, les petites capitalisations, que ce soit de croissance ou de valeur. Ça peut être dans d'autres géographies ou de taille de compagnie. Il y a également certaines classes d'actifs à considérer. En effet, au sein d'un portefeuille diversifié, on va avoir des actions, des obligations, municipales, non municipales ou autres, mais d'avoir une certaine liquidité liée au marché public. Mais il n'est pas forcément si inintéressant de pouvoir considérer des classes d'actifs alternatives, notamment en ce moment. Deux classes d'actifs notamment alternatives intéressantes à considérer sont premièrement ce qu'on appelle le private credit. Alors, qu'est-ce que c'est que le private credit? Déjà, faisons un step back. Vous avez 4 manières d'investir sur la partie obligataire de la dette. Il y en a 2 qui sont liés aux aspects publics et 2 aux aspects d'entreprise. Les 2 publics sont, les treasuries, les bons du trésor, américains ou français. Deuxièmement, c'est les municipal bonds, des obligations municipales, d'État, de villes, de comtés. Troisièmement, ce sont de la dette, des obligations, des bonds d'entreprises publiques. Et enfin, c'est de la dette de compagnies privées qu'on appelle le private credit. Et ce n'est pas inintéressant, en effet, de considérer cette classe d'actifs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les rendements liés à cette classe d'actifs sont des rendements de marché, mais pour un risque qui n'est pas un risque de marché. Et ça, c'est assez intéressant, et ça s'explique notamment par les taux d'intérêt assez élevés en ce moment, comparé à ce qu'on a connu il y a encore 2 ans, et sur lesquels les taux d'intérêt ont été très bas depuis 2008, et la crise financière de 2008. On a été un petit peu spoil au niveau de la capacité d'emprunter notamment, mais c'est vrai qu'on est revenu un petit peu sur une hausse, un petit peu des taux d'intérêt, et donc il faut savoir que les marges en ce moment dans cette classe d'actifs sont autour de 7% au-dessus du risk rate. Le risk rate étant proche de 5%, on est sur des rendements autour de 12% en ce moment dans cette classe d'actifs, qui peut être intéressant. On va perdre un peu la liquidité, il faut le savoir. C'est un risque un petit peu différent, mais pour un risque qui n'est pas forcément un risque extrêmement élevé, on va avoir des rendements assez agréables en ce moment. Donc, on va potentiellement considérer en ce moment cette classe d'actifs en termes de diversification. Une deuxième classe d'actifs qui nous paraît
à nouveau intéressante, c'est le private equity. C'est de pouvoir investir au capital de compagnies privées. C'est des compagnies qui ne sont pas encore publiques ou qui ne sont pas publiques. Il faut savoir qu'il existe à peu près 3000 à 3500 compagnies publiques à l'heure actuelle, qui en avaient près de 4700 dans les années 90, et que maintenant, de nos jours, les compagnies privées restent privées plus longtemps avant une IPO, avant qu'elles deviennent publiques. Et donc, la majorité potentiellement du rendement généré se fait encore quand elles sont dans leur état privé. Et donc, il y a la possibilité de pouvoir aller chercher du rendement sur le marché privé. Euh, faut également savoir que le marché privé, le private equity, a assez souffert ces 2 dernières années. Il n'y a pas eu beaucoup de IPO ou de series. Le marché était assez dry, alors qu'il y a quand même des indicateurs assez intéressants. Il y a près de $6 trillion on the sideline qui attend d'être réinvesti. Les taux d'intérêt avaient un petit peu baissé hein, avec la baisse des taux qu'on a connue en fin d'année dernière. On revoit une petite hausse à l'heure actuelle, mais si à terme on revoit une baisse des taux, cela va pouvoir notamment aider le private equity. Et c'est vrai que ben, certaines compagnies sont maintenant matures à terme de pouvoir éclore et donc on s'attend potentiellement à ce que cette classe d'actifs soit plutôt attractive dans les années à venir. Ce n'est pas un investissement à court terme, mais on pense que le timing est un petit peu plus optimal qu'il l'a été ces 2 dernières années dans cette classe d'actifs. Et enfin, je rajouterai notamment ce qu'on appelle les structured notes, ces instruments structurés qui nous permettent d'être liés au marché financier, mais cette fois-ci avec une protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse, et tout ça pour des frais de 0%. Il y a juste 5 dollars pour trader la position, c'est tout. Ça nous permet de réduire considérablement le risque, maximiser le rendement et de réduire le frais. Qu'est-ce que l'on perd généralement sur une structure note? C'est la liquidité sur une durée déterminée dès le départ sur laquelle il s'agit d'être confortable. Si par exemple on positionne 50 000 dollars sur un an, bah, l'idée c'est pas de sortir ces 50 000 dollars durant l'année. Si on est confortable avec cela, on aura généralement moins de risques, plus de potentiel de rendement et moins de frais que si on était directement sur les marchés. Pour une partie du portefeuille, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser ce type d'instrument si on n'a pas besoin de l'ensemble des liquidités de l'allocation globale. Donc, on va utiliser l'ensemble de ces solutions, d'avoir cette diversification adaptée, de faire les ajustements nécessaires. On a maintenant une nouvelle administration avec un nouvel agenda qui va favoriser certains secteurs, mais également certaines possibilités, créer potentiellement également de la volatilité. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il s'agit de pouvoir se positionner de manière optimale selon l'univers économique dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Le point numéro 3, c'est de créer un haut niveau de vélocité patrimoniale. Alors tout d'abord, pour créer de la valeur patrimoniale, il n'y a que 3 solutions. Déjà, on épargne pendant une très longue période de temps. Si on reste en cash, il va falloir épargner très longtemps. Puis les 2 solutions qui nous paraissent être optimales pour créer de la valeur patrimoniale exponentielle sont les suivantes. Un, c'est ce que j'appelle ownership. C'est-à-dire que je détiens ma propre entreprise ou je détiens des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que des actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. That's it. Ownership and real estate vont pouvoir être les 2 solutions qui vont nous permettre de créer de la valeur patrimoniale exponentielle sur le long terme. Et quand on a cette diversification patrimoniale, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible dans notre stratégie. Et ainsi, potentiellement, de créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Pour expliquer le mot de vélocité, je vais prendre l'exemple de la vélocité de la monnaie, où c'est simplement le ratio entre le PIB d'un pays, le produit intérieur brut, donc la valeur, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et si, pour une masse d'argent disponible fixe, le PIB augmente de manière exponentielle, ça veut dire qu'un dollar ou un euro va être transporté d'une poche à l'autre, on va acheter, vendre des produits, des services, et ainsi de suite, et il se passe quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce pays. Eh bien, l'idée stratégique, c'est qu'au niveau de votre stratégie patrimoniale, vous puissiez créer cette émulsion, de pouvoir faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse travailler potentiellement plusieurs fois en même temps, et ainsi démultiplier votre stratégie patrimoniale. Pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour expliquer mon point. Il s'agit de créer un système efficace de vos liquidités. Quand vous vous levez le matin, vous créez de la valeur patrimoniale, que j'appellerai cash creation. Que ce soit par la création d'une entreprise ou simplement parce que vous êtes employé et vous récupérez un paycheck toutes les 2 semaines et qui vous permet de créer de la liquidité. De manière quasiment automatique, vous allez créer un direct lien entre votre employeur, par exemple, et votre banque, que j'appellerai cash warehousing. Vous allez déposer l'argent quelque part. Généralement, c'est matérialisé par une banque.
Et quand vous avez accumulé un certain nombre de liquidités, étant donné que la banque ne rémunère pas forcément énormément, un petit peu plus que dans le passé, on est d'accord, mais pas forcément assez pour pouvoir faire face à l'inflation, on va se poser un certain nombre de questions et de trouver des solutions que j'appellerais cash flow creation. C'est-à-dire, ça va nous créer de l'augmentation de la valeur, que ce soit lié au marché financier ou le marché immobilier, par exemple, qui nous crée des sources de liquidité et d'augmentation de valeur patrimoniale qui vont revenir en termes de cash flow et de créer ce cycle vertueux pour qu'à terme, si on souhaite s'arrêter de travailler, eh ben, que notre patrimoine puisse prendre le relais pour garder notre style de vie. Et que au-delà de ce système, nous avons ce que j'appellerais cash protection. On a vu dans la slide numéro 1, c'est que vous avez au-delà de cela la manière de pouvoir créer votre cash flow system, en tout cas protéger votre cash flow system avec documents testamentaires, umbrella policy, etc., pour que chaque dollar que vous mettez de côté soit vraiment le vôtre et que personne d'autre puisse l'accéder au niveau de votre stratégie patrimoniale. Et bien, ce que nous l'on nommé généralement d'optimiser, c'est cette partie-là. C'est la partie centrale ici. C'est l'optimisation de là où on va warehouse notre cash pour l'avenir. On se pose que la question de savoir ce que l'on va faire avec notre argent dès qu'il est à la banque et à ce moment-là, on l'optimise. Or, pour moi, il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque dans la gestion opérationnelle de leur cash. Hein, ils vont nous donner, par exemple, on dépose de l'argent à la banque, ils vont nous donner un rendement, on va dire du 4%, et ils vont prêter cet argent à quelqu'un d'autre, disons à 7-8%. Et puisqu'on est maintenant dans un système de fractional banking, bah, pour chaque dollar qui est positionné, eh ben, la banque peut en prêter à 5, 10, 15 personnes et ainsi va créer un leverage. Et donc, à ce titre, sur cette différence-là et sur la possibilité qu'avec $1 de réserve, on peut en prêter 10 ou 15 à d'autres personnes, vont créer cette efficacité, en tout cas en termes de cash flow. Et bien, stratégiquement parlant, ce que je vous amène à considérer, c'est de pouvoir créer votre propre banque familiale. Alors, pas forcément brick and mortar, on va aller dans une banque avec notre nom dessus, mais de mettre en place un système sur lequel vous allez déposer des liquidités, ces liquidités vont continuer à vous générer du rendement, pendant que vous allez pouvoir utiliser ces liquidités une deuxième fois pour vos besoins d'aller chercher du rendement dans les actifs de cash flow creation. Et donc, dans cette partie-là, de pouvoir utiliser cette propre banque familiale. Et donc, pour ce faire, il s'agit de pouvoir considérer certaines classes d'actifs. Et nous avons fait notre due diligence, savoir quelles classes d'actifs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui pourraient jouer ce rôle de la manière la plus optimale possible au sein de votre stratégie patrimoniale. Et nous avons eu d'identifier que la cash value life insurance, l'assurance vie permanente ici aux États-Unis, peut jouer ce rôle avec un certain nombre d'attributs qui rendent cet instrument le plus optimal possible. À l'écran, vous voyez 12 attributs qui en fait le parfait instrument pour ce système où vous allez pouvoir optimiser vos finances de l'intérieur avant de les optimiser dans des solutions d'investissement à terme. Quelles sont les caractéristiques de cet instrument-là? Il y en a 12, je vais commencer par le premier. En plus d'avoir une épargne, vous avez une assurance décès. Et cette assurance décès sera payée un jour parce qu'un jour nous décéderons. Et comme cette assurance est permanente, le jour de notre décès, un montant supplémentaire à notre épargne sera donné à nos bénéficiaires. C'est en d'autres termes un rendement supplémentaire qui rentrera dans le patrimoine de la famille, mais qui sera lui donné lors du décès pour cette assurance décès. Durant notre vivant, nous avons accès à une épargne qui, elle, va grandir. Et on a un accès, une liquidité et un contrôle de cet argent à tout moment. On a également une croissance garantie par contrat. Il n'y a absolument aucune année négative. C'est garanti d'augmenter, et cela pour le reste de notre vie. On a également accès, en plus de cette garantie, à des dividendes annuels, qui sont, eux, non garantis, mais on va utiliser des compagnies qui sont mutuelles et qui existent depuis 160 ans. Et dans ces 160 dernières années, il y a toujours eu des dividendes. Il n'y a eu aucune année sans des dividendes, malgré 1929, les guerres mondiales, 2001, 2008, 2022, you name it, il y a toujours eu des dividendes. Et s'il y aurait, peut-être qu'à terme, il n'y aurait pas de dividendes, il y aurait quand même une croissance garantie par contrat, minimum. Cela nous permet, historiquement, depuis 1860, de pouvoir faire face à l'inflation.
On ne s'attend pas, puisque c'est un actif qui est défensif dans sa nature, à générer du 50% de rendement dans cet instrument-là. Ce n'est pas son objectif. Cet instrument-là va s'inscrire dans les actifs défensifs. Ils ne sont pas dans la partie ownership real estate, qui sont les actifs de croissance. C'est un actif défensif garanti, mais qui va nous permettre d'avoir cette capacité, à terme, à long terme, de pouvoir faire face à l'inflation. On a des avantages fiscaux. Dès qu'on dépose $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière. On dépose $1 qui a déjà été fiscalisé sur le revenu, comme s'il était à la banque, on le met dedans, à la fois l'augmentation de cette valeur-là et l'utilisation du cash et l'assurance d'essai sont défiscalisés, peu importe où on est dans le monde. On a des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a la protection contre d'éventuels créanciers ou banqueroute dans la majorité des États. Et également, on peut ajouter des options en cas de soins dépendance. On l'a vu avant, long-term care est très cher. On peut potentiellement tirer du cash de son assurance décès avant de son décès pour faire face à ses frais de long-term care, de soins dépendance, même en cas de retour en France. Et également, en cas d'invalidité, la compagnie d'assurance continue à mettre de l'argent dans le contrat en RBF en cas d'invalidité. Mais pour moi, les 3 aspects les plus intéressants pour créer notre propre banque familiale, en plus le fait qu'il soit garanti et que le sous-jacent c'est une garantie, ce sont ces 3 derniers points. C'est qui fait que cet instrument est collatéralisable. On a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de ce prêt. Et cela va nous permettre un certain nombre de choses. Mais déjà, premièrement, si on ne souhaite pas l'utiliser comme notre propre banque, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà un taux de rendement qui est attractif, une croissance qui est ininterrompue et une croissance qui est exponentielle pour le reste de notre vie. Ce qui va nous permettre de capturer ou recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est le fait que ce rendement va pouvoir rentrer quoi qu'il arrive à vie, pendant que on va pouvoir utiliser notre argent une deuxième fois pour faire d'autres investissements derrière. Et voilà comment notre système de cash flow va pouvoir être optimisé. On continue notre trésorerie parce qu'on va se lever le matin, on va récupérer notre paycheck. On le dépose directement dans notre cash value life insurance, qui va grandir de manière exponentielle garantie. Et en parallèle de cela, on va faire un prêt, soit un prêt qui est garanti par contrat, ou bien une ligne de crédit qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based Line of Credit. Et avec cette ligne de crédit, on va pouvoir faire des investissements immobiliers, dans notre propre entreprise, ou même faire des dépenses telles que les dépenses pour l'éducation des enfants plus tard. On pourra utiliser cet argent une deuxième fois pendant que notre argent, lui, continue à grandir, puisque il y a un parallèle. Cet argent-là continue à grandir de manière exponentielle, ininterrompue à vie, pendant qu'on peut utiliser jusqu'à 100% de l'épargne de ce contrat pour faire d'autres investissements derrière. Par exemple, j'ai utilisé cet argent pour faire un apport sur un bien immobilier que je viens d'acheter en France. J'ai utilisé un prêt immobilier sur l'achat immobilier que j'ai fait en France, sur 70% de sa valeur, mais les 30% d'apports qui m'ont été demandés, j'ai utilisé ma ligne de crédit, qui s'avère être aux États-Unis. Comment ça s'est passé? C'est simple. J'ai la valeur de mon contrat, j'ai demandé à sortir 100 000 $. Ces 100 000 $ m'ont été envoyés vers mon compte courant français. De mon compte courant français, j'ai utilisé un intermédiaire. Exemple, Wise.com ou FX.com, etc. Des solutions qui vont me permettre de réduire les frais de transaction internationales. J'ai envoyé cet argent vers mon compte courant français. De mon compte courant français, j'ai fait mes 30% d'apport dans le bien immobilier. Les autres 70% étaient financés par une banque française pour faire ce prêt immobilier. Donc 100% du bien a été 100% financé. À la fois les 70% du prêt immobilier et les 30% de l'apport sur la ligne de crédit que j'ai mis en place ici aux États-Unis. Je peux utiliser cette liquidité, peu importe dans le monde, peu importe l'objectif que je vais avoir derrière. Et ainsi, ce que je vais pouvoir réaliser notamment, c'est recapturer le coût d'opportunité ou le time value of money. C'est comme si vous aviez un hamster dans sa roue qui fait tourner cette roue, qui fait augmenter la taille de sa roue pour le reste de votre vie. Et ça, sur le long terme, ça peut être des centaines, voire des millions de dollars qui ont été recapturés et qui continuent à tourner pour votre création patrimoniale. Et vous allez pouvoir utiliser également ces liquidités along the way. Donc voici pour ce troisième point, mais je pense qu'il est important parce que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on est familier dans notre gestion patrimoniale, mais il y a des façons assez simples et sans vraiment de risque. Il n'y a pas de risque supplémentaire dans l'investissement final de passer par là que de passer directement à l'investissement final. Le risque est le même puisque le sous-jacent est garanti. Et donc, il s'agit de pouvoir optimiser sa stratégie patrimoniale. On va passer au dernier point, qui est la mise en place et l'utilisation stratégique d'une stratégie à 2 vitesses.
Alors, commençons déjà par la compréhension qu'il s'agit qu'à tout moment, quel que soit votre âge, où vous en êtes dans votre cycle de vie et de stratégie patrimoniale, d'avoir à tout moment le bon ratio entre les actifs défensifs et les actifs de croissance. Alors, en termes d'actifs défensifs, vous avez tout en bas de votre pyramide patrimoniale vos liquidités pures. Checking, saving, money market, CZ, CDs, high yield saving account, money market fund. On peut encore à l'heure actuelle générer entre 4,5 et presque 5% en liquidité pure, où vous avez quasiment 100% de la liquidité avec des garanties. Et là, on va conseiller de détenir 6 à 12 mois de dépenses de côté pour voir les choses venir. C'est votre matelas de sécurité. Et on s'inscrit ici dans les actifs défensifs. La définition d'un actif défensif, c'est un actif qui est garanti d'augmenter et sur lequel vous avez un haut degré de liquidité si vous avez besoin de ces fonds. De manière optimale, on va rajouter un autre actif ici, qui serait le cash value life insurance, qui s'inscrit dans les actifs défensifs, mais qui cette fois-ci va nous permettre de pouvoir avoir potentiellement à terme un rendement un peu plus attractif, des avantages fiscaux, mais également la protection de la famille, etc. Donc on va considérer également l'instrument qu'on vient de voir pour la constitution de ces actifs défensifs. Et je vais faire un tout petit point là-dessus, parce que le pourcentage que vous devrez avoir de votre stratégie patrimoniale va dépendre à la fois de là où vous en êtes au niveau de votre cycle de vie, mais également et surtout de votre tolérance au risque. Entre les actifs défensifs et les actifs de croissance, on va parler des actifs de croissance dans un point, dans un moment. Excusez-moi, j'ai remis le défensif, c'est de croissance. Si vous êtes confortable avec le risque, qu'on appellerait en anglais aggressive, mais du terme américain. C'est-à-dire que vous êtes confortable avec le risque, vous êtes d'aller chercher du risque, it's OK. Vous allez considérer d'avoir 75 à 80% de vos actifs en actifs de croissance, pendant que vous allez avoir entre 20 et 25% en actifs défensifs. Au total, entre vos liquidités et votre cash valuation qui sont vos actifs défensifs. Si vous êtes plutôt conservateur de nature, vous n'êtes pas forcément confortable avec la prise de risque, et ben vous allez être entre 50 et 65% en actifs de croissance et entre 50 et entre 35 et 50% en actifs défensifs. Donc ça, ce ratio à tout moment est important de garder et de monitorer année après année. C'est d'une des résolutions à faire, c'est de refaire un point sur l'ensemble de vos actifs, de les mettre dans les actifs défensifs et actifs de croissance, et voir si vous êtes déjà en ligne à l'heure actuelle sur le bon ratio entre actifs défensifs et actifs de croissance. Et pourquoi est-ce que c'est si fondamental d'avoir au minimum 20%, maximum 50%, on va dire, en actifs défensifs? C'est que ça va vous permettre d'avoir, comme si vous aviez un gun chargé prêt à être dégainé, et d'avoir l'opportunité de saisir des opportunités durant votre vie. Que ce soit des opportunités parce que vous avez un ami qui lance un projet en France et qui souhaite votre soutien, que ce soit parce qu'il y a un crash du marché financier immobilier et que vous avez des actifs non corrélés, garantis, défensifs qui sont là et qui sont prêts à être mis au travail à des moments opportuns. Parce que investir au bas d'un crash du marché financier immobilier, c'est acheter des actifs qui ont potentiellement perdu 40-50% de leur valeur et qui sont beaucoup plus attractifs à investir maintenant que quand on était en haut d'une vague. Mais pour ce faire, si on a la totalité de nos actifs en actifs de croissance, bloqués dans l'immobilier ou dans notre entreprise ou au sein du marché financier, eh ben, on n'a que pour seule option d'attendre. Si on en a la possibilité et l'émotion de pouvoir attendre et de ne pas vendre à perte, ce serait la pire chose. Mais si on a la capacité de pouvoir attendre, déjà financière et émotionnelle, ben, ce sera la seule option. Mais si maintenant on a les actifs défensifs, ils sont là, ils sont prêts à être réinjectés à un moment opportun, on va toujours et pour le reste de notre vie être en position de force. C'est ça qu'on recherche. Et maintenant, quand on est sur les actifs de croissance, étant donné qu'on a la solidité qu'on souhaite avoir, on va être d'autant plus confortable d'aller chercher le rendement dans ces actifs de croissance. Donc refaisons un point très rapide sur les actifs de croissance. Nous avons en effet l'immobilier, ici, à l'heure actuelle, que ce soit un actif primaire, votre résidence principale, secondaire ou d'investissement,
ou à travers des fonds immobiliers, qu'on appelle des Real Estate Investment Trusts, qui soient privés ou publics. Nous avons notamment accès à de nombreux fonds immobiliers. On va dire qu'en ce moment, le timing n'est pas le plus opportun qu'on a vu de l'histoire. Mais c'est important d'en détenir. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on voit encore beaucoup de valorisation élevée et des taux d'intérêt encore élevés pour investir. On préfère investir quand les marchés sont bas au niveau des prix et également quand les taux d'intérêt sont élevés. Je prends un exemple simple, puisque Romain maintenant habite à Miami, mais investir à Miami fin 2008, début 2009, avait été une aubaine en termes d'investissement, hein, et des appartements qui en valaient peut-être 140 000 dollars qui en valent probablement 1,3 million, 1,4 million à l'heure actuelle. En effet, il y a des moments plus ou moins importants, mais l'immobilier va être important à détenir au niveau de la stratégie patrimoniale. Et puis d'un point de vue financier, bah, ça peut être justement d'avoir un managed account, un portefeuille diversifié, proche de notre tolérance, capacité à prendre du risque, où on va avoir différentes classes d'actifs, et ainsi considérer également bah, certaines autres classes d'actifs en parallèle au sein d'un brokerage account, où on va considérer, comme je l'avais dit originalement, des solutions telles que des structured notes, du private credit, du private equity, d'autres solutions qui vont venir trouver de la non-corrélation, mais également potentiellement booster certains rendements, étant l'univers économique dans lequel nous sommes, et de pouvoir potentiellement prendre moins de risques et maximiser le rendement. Mais encore une fois, il y a deux étapes. La première, c'est d'avoir le bon ratio entre les deux actifs défensifs et de croissance. Et quand on parle maintenant des actifs de croissance, d'avoir l'allocation la plus adaptée avec ce qui se passe d'un point de vue économique, politique, géopolitique, et là où nous sommes à l'heure actuelle, et de pouvoir avoir l'allocation la plus optimale et les différentes solutions, instruments et possibilités d'investissement qui soient adaptées à notre situation pour le bénéfice de notre famille et notre futur. Je crois que c'est ma dernière slide, Romain. Je vais juste voir. Oui, voilà. En gros, est-ce qu'il faut potentiellement faire un dollar cost averaging? Généralement, nous le considérons notamment quand on est en phase de baisse des marchés financiers, parce qu'à ce moment-là, au lieu de faire du guesswork, on va mettre un montant d'argent. Au lieu de mettre 100 000 dollars d'un coup, on mettrait par exemple 10 000 dollars par mois sur les 10 prochains mois. Mais généralement, on va d'autant plus faire cette stratégie-là que les marchés sont en baisse. Mais voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas, en effet, à prendre rendez-vous, hein, ou m'envoyer un email ou me contacter directement sur mon téléphone portable si vous souhaitez continuer la discussion. Mais je pense aussi que c'est l'opportunité de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez déjà dès maintenant. Mais en tout cas, merci pour votre attention et merci Romain. Merci Alexandre, c'était très clair. Et on pourra, si jamais il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de scanner le QR code, on pourra le remettre plus tard. En tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous avec Alexandre, prenez votre téléphone, scannez le QR code à l'écran et vous avez directement la chance d'avoir accès à son agenda. Je pense que c'est une opportunité à saisir pour vérifier d'appliquer toutes ces bonnes résolutions de début d'année. Alors, on va passer aux questions. Donc, si tout est clair et que vous n'avez pas de questions, magnifique. Si vous avez rien compris, venez poser des questions. Euh, L'idée, c'est d'y répondre. On va se donner 10-15 minutes pour répondre au maximum de questions possibles. Donc, si jamais vous êtes ailleurs, que vous reprenez le fil de la conversation, venez, revenez sur Zoom, on est là et posez vos questions. Alors, on a une première question de Alain. Il nous dit qu'il est résident aux États-Unis, il est américain, titulaire de carte verte, propriétaire d'une maison à Miami et il a quelques placements. Il a une fille mariée, résidente, citoyenne canadienne et une autre fille mariée, résidente, citoyenne française. Donc sa question est la suivante. En cas de décès du dernier de notre couple, est-ce que nos filles vont hériter, donc nos filles vont hériter de nos biens? À quel impôt seront-elles soumises? Est-ce que ça va être les États-Unis, le Canada ou bien la France? C'est une très bonne question. Et généralement, si vous décédez ici aux États-Unis, résident fiscal américain, ce sera si c'est en plus de l'immobilier, ce sera donc ici aux États-Unis que cela va s'appliquer. Si justement la personne
héritière est en France, et puis il y a potentiellement le fisc français qui va venir mettre son grain, mais généralement pour l'immobilier, ça restera aux États-Unis. Mais en fait, on va dire, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y aura la problématique donc canadienne, il y aura la problématique française, il y a aussi lors de votre décès, est-ce que vous allez décéder aux États-Unis? Est-ce que vous êtes là pour rester aux États-Unis? Parce que si vous rentrez en France également, bah là, ça change la donne au niveau de l'impact. On fait notamment également des conférences justement uniquement sur la succession et on reprend l'ensemble de ces cas. Donc n'hésitez pas à soit revoir des webinaires sur French Morning dans la partie webinaire French Morning, ou bien bah, n'hésitez pas à prendre en contact directement. Il va falloir juste qu'on rentre au sein de votre situation, voir un petit peu quels sont vos projets d'avenir et de pouvoir planifier pour que vous restiez, que vous repartiez, que vous allez au Canada ou en France, que votre stratégie patrimoniale soit déjà prise en compte dès maintenant pour pouvoir bah, pas se retrouver dans une situation où vous devez peut-être faire trois pas en arrière pour repartir de l'avant. Bah, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact et on pourra faire un point sur votre situation et prendre des décisions stratégiques pour vous et votre famille. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous les posez en bas dans la section Q&A, Q&R, ça dépend si votre Zoom est en français ou en anglais. Robert nous dit, il n'est pas sûr d'avoir compris la différence entre living wills et wills. Oui, alors un will, c'est le testament. C'est là où iraient mes actifs en cas de décès. Alors que le living will, ce sont les dernières volontés, on va dire d'un point de vue léthargique. C'est-à-dire que si vous êtes en incapacité de prendre des décisions, par exemple, vous êtes dans le coma depuis plusieurs mois, bah, vous pourriez dire dans vos documents, dans votre living will, que si, pour X, Y raison, en tout cas, vous mettez les critères que vous souhaitez, si j'ai été dans le coma pendant plus de X mois, bah, merci de me laisser partir. Donc, vous avez la possibilité de prendre des décisions proactives sur un état de santé au lieu de potentiellement avoir quelqu'un d'autre qui prenne des décisions pour vous, ou bien dans votre living will, de dire que c'est à mon époux, épouse de prendre les décisions à ce moment-là. Si je suis dans ce cas de figure, voilà ce qui peut arriver. Donc après, vous pouvez être totalement libre de mettre exactement vos critères, où vous avez des choses généralement un peu générales qui se font et que vous pouvez essayer tout simplement de rentrer dans ce moule-là. Mais en effet, voici cette différence entre le will et le living will. Merci, merci. On a un auditeur anonyme qui nous dit, pour un dual citizen France et US, retraité dans les deux pays, mais n'ayant pas vécu en France pendant les 25 dernières années, y a-t-il un intérêt à conserver la nationalité française en sachant que les droits de santé avec carte vitale et la retraite française sont définitivement acquis? Le seul droit perdu sera le droit de vote. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu cette question. Mais bah, je poserai la question inverse. Est-ce qu'il y aurait un avantage à ne pas la garder? Donc, Ouais. non, je vois pas, non, je suis d'accord avec le commentaire, c'est-à-dire que bon, oui, en effet, on perdrait le droit de vote, on n'est plus français, peut-être aussi quand on voyage. Hein, il faudrait peut-être maintenant, potentiellement, on n'a plus la possibilité d'avoir accès au passeport européen, etc. Donc, mais après, voilà, c'est aussi pour moi déjà la nationalité, parce que je suis devenu américain aussi, hein, français d'origine. Mais je me suis senti aussi, c'est mon pays d'accueil, je me suis senti américain et j'ai pris la décision de devenir américain. Je pense que je resterai toujours français. Et donc pour moi, c'est important de garder la nationalité française. Si ça ne l'est plus du tout pour vous, ben, pourquoi pas, en effet, y renoncer. Je ne vois pas vraiment d'avantage ou désavantage fiscal à ce que ce soit fait, puisque ben, sur les revenus de retraite française, vous aurez de la fiscalité des revenus de retraite française. Vous n'avez pas à les déclarer ici aux États-Unis grâce à l'article 18 de la Convention bilatérale. Donc, je ne vois pas d'implication fiscale négative. Je verrais plutôt une appartenance au pays, slash potentiellement une facilité de voyage. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, question de Eric. Est-ce que la Cash Value Life Insurance est accessible à tout âge? Y a-t-il des conditions? Alors en effet, alors c'est à tout âge jusqu'à 81 ans. Donc entre 0 et 81 ans. Par exemple, mes trois enfants ont chacun de la Cash Value Life Insurance en leur nom. En tout cas, ce sont les assurés du contrat. Je reste à la fois le propriétaire
et le bénéficiaire du contrat à l'heure actuelle. Mon objectif à terme, ce sera de faire la donation du contrat, utiliser ces liquidités pour leurs études futures, mais également d'en faire la donation et de les aider à se lancer dans leur vie. Je les ai mis en place dès leur tendre enfance. Au-delà de 80 ans, ce n'est plus une possibilité. Et puis, en effet, il y a des conditions, et notamment des conditions liées à la santé. Malheureusement, si vous avez un cancer avancé, vous ne serez pas assurable, puisque comme il y a une assurance décès attachée qui vient dès le premier jour de la mise en place du contrat, et que si par exemple vous mettez un contrat en place, disons pour 20 000 dollars par an, vous pourriez avoir un montant d'assurance décès tout de suite d'1 million de dollars. Bah, si vous avez une énorme probabilité de décès dans les 2 prochains mois, il n'y a aucun assureur qui va se lancer dans l'aventure. Donc en effet, il y a des conditions de santé qui vont devoir être assessed by the insurance company. Et donc, à ce titre, si vous êtes en bonne santé, vous avez une offre de l'assureur et à ce moment-là, vous pouvez calibrer, mettre en place le contrat. Il n'y a pas vraiment de minimum non plus à mettre dans ce type de contrat. Elles sont assez faibles, hein. Ça peut être quelques centaines de dollars par mois ou peut-être même des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par an à mettre dans ce type d'instrument. Ça va dépendre de votre stratégie patrimoniale. Parfait, merci. On a Frédéric qui a une question. Comment est traitée une assurance vie détenue au Luxembourg par l'IRS? Alors ça, c'est une excellente question. Et ça va dépendre de ce que vous détenez au sein de ce contrat d'assurance vie, qui sont au Luxembourg ou en France, by the way. Donc en fait, il y a deux types de choses que vous mettez dans un contrat d'assurance vie en Europe. Un, c'est ce qu'on appelle des fonds euros, qui sont garantis d'augmenter et qui seraient considérés par l'IRS aux États-Unis comme des intérêts. Pas de problème, ok. Le seul problème que vous avez d'un point de vue patrimonial, c'est que you give up against inflation. Vous n'aurez pas l'opportunité de faire face à l'inflation avec des rendements de fonds euros, mais vous n'avez pas le risque de marché et ce sera considéré de manière OK par la l'IRS puisque ce sera que des intérêts. Vous paierez quand même de l'impôt sur le revenu hein, là-dessus. Attention. Mais là où il y a une problématique, c'est que si vous avez des instruments liés au marché et qui sont généralement dans des fonds, ce qu'on appelle les OPCVM ou autres, qui sont liés à des baskets of stocks, of bonds. Et à ce moment-là, c'est là où il y a une vraie problématique. Parce que c'est considéré, de par le côté américain, comme ce qu'on appelle des PFIC, Passive Foreign Investment Company. Et à ce titre, la fiscalité est extrêmement punitive du côté américain. Vous avez deux options. L'année suivante sur laquelle vous arrivez, vous avez l'option d'émettre soit ce qu'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire vous allez payer de l'impôt chaque année sur les plus-values latentes réalisées au taux marginal supérieur du pays fédéral, au niveau fédéral. Donc là, on est à 37% sur les plus-values latentes que vous payez chaque année, sur l'augmentation de la valeur du contrat. S'il y avait une baisse de contrat, il n'y a pas de crédit. Hein, voilà. Ou bien vous êtes confortable dès la première année, parce que si vous ne faites pas de jugement, bah, vous êtes par défaut dans le mark-to-market que je viens de discuter. Sinon, vous pouvez réaliser un déferrement fiscal. Mais là, attention, l'avantage de faire cela, c'est que, imaginez que vous avez un expat et que vous êtes quasiment sûr de repartir et que vous n'avez pas besoin de ce cash, de ces liquidités de ce contrat d'assurance vie en attendant. Donc, je prends l'exemple. Imaginez que vous arrivez en tant qu'expat, que vous avez un contrat d'assurance vie au Luxembourg, en France, et vous êtes sur des fonds, etc. Vous allez demander de déférer l'impact fiscal, donc il n'y a pas de fiscalité pendant que vous êtes aux États-Unis. Vous êtes sur un visa, etc. Vous ne devenez pas carte verte ou américain. Et plusieurs années, 3, 4 années plus tard, vous repartez dans un autre pays. Et ben, comme vous avez élu le déferrement fiscal, vous n'avez plus de lien avec les États-Unis plus tard, et ben vous n'aurez rien payé au fisc américain. Mais s'il y a un lien avec la carte verte ou américain, ou que vous allez rester, ou que vous avez besoin du cash, ben vous allez devoir payer des impôts sur les plus-values chaque année, plus payer des pénalités sur ce que vous n'avez pas payé, et aussi des intérêts sur ce que vous n'avez pas payé, des pénalités sur les années sur lesquelles vous avez émis le déferment. Et donc, la note peut être extrêmement salée. Donc ce type d'instrument, généralement, quand on a une gestion de pré-immigration, avant que les gens arrivent aux États-Unis, on va essayer stratégiquement de redéployer patrimoine, essayer de ne plus avoir ce type de contrat-là, mais avoir potentiellement l'opportunité d'avoir ces contrats d'assurance vie à l'américaine, ici aux États-Unis, notamment les cash value of insurance, qui, eux, gardent les avantages financiers, fiscaux et légaux à l'étranger. Et l'inverse n'est pas le cas. Donc, je pense avoir répondu à la question. Merci, Alexandre. Je vois qu'on a pas mal de questions de gens qui sont arrivés en retard et qui voulaient avoir accès au replay. Donc, je vous le montre rapidement parce que je reçois souvent pas mal de mails pour accéder au replay. Donc, là, vous êtes sur French Morning. Vous descendez tout en bas et là, vous cliquez sur webinaire. Vous avez tous les webinaires de French Morning qui sont là. Donc, vous pouvez, là, vous avez le webinaire d'aujourd'hui, par exemple.
Et dans l'article, à l'intérieur, là, là, c'est encore en promo, mais d'ici 2 heures, il y aura le live qui va être intégré. C'est une vidéo YouTube, hein, tout simplement. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir aussi accès à tous les replays. OK. Dans les autres questions, euh, alors, un auditeur anonyme nous demande quel est le taux d'intérêt sur une ligne de crédit qui est faite sur la Cash Value Life Insurance. C'est une excellente question. Parce que si tout l'intérêt était de 25% sur la ligne de crédit, la stratégie ne pourrait pas fonctionner. Et c'est important que les taux d'intérêt soient faibles. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'ils le sont et qu'ils le resteront pour le reste de notre vie, quel que soit l'univers économique dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir accès à deux lignes de crédit. La première, c'est ce qu'on appelle un prêt, qui est un prêt garanti par contrat lors de la mise en place du contrat. Et ce prêt, il y a en ce moment, à l'heure où on se parle, dans la mise en place des contrats en ce moment, un taux fixe garanti de 5% et qui passera dans 20 ans ou à l'âge de 65 ans avec un minimum de 20 ans à 3,5%, quel que soit l'univers économique dans lequel nous sommes. Donc en ce moment, 5%, it's great. On investit sur l'immobilier autour des 6,5, 7%, on va dire. Donc un 5% en ce moment, d'avoir accès à 5%, sachant qu'on va pouvoir générer du 5% en interne, sachant que c'est du 5% en interne exponentiel, sachant qu'on a du 5% flat. Et donc on recapture un coût d'opportunité énorme. Et après, bah, on a n'importe quel taux de rendement externe en plus, et qui passera à 3,5 plus tard. Et si les taux d'intérêt deviennent plus bas que 5%, on peut accéder à ce qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based on Credit, qui sont à travers des banques. On travaille avec une quinzaine de banques, on les met en concurrence. En ce moment, on est autour des 6%, à peu près 6, 6,5. Et donc, on va pas tirer avantage des taux variables, puisqu'on est au-delà du 5 garanti en fixe. Mais si les taux d'intérêt variables passaient en dessous de 5, on ferait refinancer gratuitement sur un taux variable avec un simple lien en ligne, on a juste à cliquer, rentrer nos informations et une institution récupère le prêt, rachète le prêt gratuitement avec un taux d'intérêt maintenant variable plus faible. Et si on repasse au niveau au-dessus de 5, bah, on fait refinancer à 5 et ainsi de suite. Et donc on a accès à some cheap cash pour le reste de notre vie, quel que soit l'univers économique dans lequel nous sommes. Magnifique. Alors, Caroline avait une question sur l'assurance vie USA versus France. Je pense que tu as largement répondu à la question. Si jamais, Caroline, vous avez une autre question sur la réponse qu'il a donnée, n'hésitez surtout pas à la poser tout de suite. Question de Anne. Comment les donations françaises sont-elles traitées par les États-Unis? Alors, généralement, il n'y a pas de fiscalité du côté américain. Il y a normalement, et on l'a vu dans la slide numéro 2 aujourd'hui, qu'il faut être compliant avec l'IRS. Et généralement, c'est une donation du côté français qui est supérieure à 100 000 dollars. Il s'agit d'en faire la déclaration. C'est très important. Vous pouvez avoir des pénalités, une fiscalité si vous n'êtes pas compliant. Mais généralement, dans la majorité des cas, il n'y a pas de fiscalité du côté américain de cette donation du côté français. Il y aura une fiscalité du côté français potentiellement. Question de Alain concernant la Umbrella Policy. Est-il préférable de passer par son assureur auto ou par son assurance maison? Excellente question, l'assurance auto. Généralement, qui vont require minimum 250 000 dollars par personne, 500 000 dollars par accident, ou minimum 100 000, 300 000. Donc, c'est généralement l'assurance auto qui prévaut. C'est généralement ce qui est recommandé. Question de Nicolas. Est-ce que la démonstration d'Alexandre faisait référence à un contrat de Whole Life Insurance? Hashtag Wally. Alors, ça dépend de votre niveau de patrimoine. Si vous avez un niveau de patrimoine qui est, on va dire, inférieur à 30 à 40 millions, en effet, les Wally, Wealth Accumulation Life Insurance, Whole Life Insurance de compagnie mutuelle d'assurance avec dividende, c'est exactement ce qu'on va référer. Si vous avez des patrimoines beaucoup plus élevés, là, on va pouvoir passer par d'autres solutions, PPLI, etc. Mais en effet, pour la démonstration, on va dire classique, juste pour avoir déjà cette compréhension de cette stratégie-là, j'ai utilisé en effet cette partie Wally. Un auditeur anonyme nous demande comment avoir de l'aide pour coordonner trust aux US et testament en France avec des spécialistes et notaires en France. J'ai du mal à trouver en France des notaires qui connaissent les subtilités des trusts aux États-Unis.
Eh bien, très bien. Ben, nous avons notre réseau. Alors déjà, au sein de USA France Financials, nous avons à la fois une diplômée notaire, un expert comptable français, un expert comptable américain, des équipes de planification et d'investissement. Et on a déjà cette connaissance en interne de pouvoir gérer cette problématique-là. Mais de plus, de par notre réseau, à la fois les avocats de la famille ici aux États-Unis, mais également des notaires en France qui ont un cabinet avec une exposition internationale et notamment américaine. On travaille avec certains cabinets sur lesquels on est confortable parce qu'on sait qu'ils ont cette expertise franco-américaine. Donc n'hésitez pas à reach out et ce sera avec plaisir de vous accompagner. Parfait. Patricia qui dit, est-ce que vous pouviez, could you recommend a specific cash value life insurance? Alors la réponse est oui, selon votre situation. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. On a une question de Valérie. Ma maman est retraitée. Elle vit avec moi aux États-Unis depuis décembre 2023. Elle a la carte verte. Je pense qu'elle est considérée comme résidente aux États-Unis et non plus en France. Quelle déclaration en France et du coup, quelle déclaration aux États-Unis doit-elle payer? Voilà. Ça, c'est la question 1. Doit-elle payer, question 2, doit-elle payer des impôts en France et aux États-Unis? Elle est inscrite au consulat à New York. Alors en effet, elle va être résidente américaine maintenant, elle a déjà toute l'année 2024 été sur le sol américain. En plus, elle est carte verte. Donc quand on est carte verte, on est de toute manière résident fiscal américain. Après, on peut être également potentiellement résident français si on habite en France. Mais là, c'est totalement résidente fiscale américaine. Et ben simplement, elle va avoir des impôts à payer en France sur ses sources de revenus français. Et elle va payer ses revenus aux États-Unis, des sources de revenus américains. Elle devra également payer des impôts aux États-Unis sur les sources de revenus mondiaux, mais on va pouvoir bénéficier de la convention bilatérale pour ne pas avoir de double fiscalité, en tout cas de réduire un maximum cela. Et si elle est déjà retraitée et qu'elle a des sources de retraite françaises, elle va pouvoir bénéficier de l'article 18 de la convention bilatérale, où là, il n'y aura pas même à déclarer ses sources de revenus de retraite français ici aux États-Unis. Elle n'aura qu'une fiscalité du côté français. N'hésitez pas à me contacter également et on pourra vous mettre en contact avec des comptables fiscalistes qui pourront vous accompagner vous aider à faire ces documents pour le fisc américain et également pour le fisc français. Alexandre, tu peux peut-être remettre une dernière fois le lien vers ton calendrier si jamais il y a des gens qui sont arrivés après, qui souhaitent prendre rendez-vous avec toi. Euh, alors, le QR code, Attends. Euh, je fais le test en même temps. Voilà, donc on a bien accès. On peut prendre on choisit juste le nombre, le nombre de temps qu'on veut pour le rendez-vous. Alors, janvier est plein, mais il y a des créneaux sur février. Début février, il y a des créneaux. Voilà, donc on peut prendre rendez-vous. Et puis, Avec plaisir. Et si vous euh, avez vraiment si vous avez une urgence, que vous souhaitez gérer quelque chose un peu plus rapidement, puisque je suis disponible que à partir de début février, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on est une équipe de 20 personnes et on pourra s'occuper de vous avant. parfait. Et je vais en profiter aussi pour les gens qui n'arrivent pas à scanner le QR code. J'ai mis dans le chat le lien. Allez, dernière question et puis on va raccrocher. Un auditeur anonyme résidant aux US, si je donne de mon vivant une somme de 2 millions de dollars à des enfants en France, quelle loi d'imposition va s'appliquer? Alors, à voir. Pour moi, je pense que vous allez toujours bénéficier du fait d'être résident fiscal américain. Et comme c'est du cash à passer et c'est pas de l'immobilier, vous allez pouvoir bénéficier des exemptions
Il faut savoir que les exemptions à l'heure actuelle par personne sont proches de 13, ouais, 13 à 14 millions de dollars par personne, donc fois 2 dans le couple, et qui viendrait impacter le lifetime exemption du côté américain. Et l'idée, c'est de faire ce type de donation-là pendant que vous êtes encore résident fiscal américain. Je préfère déférer de manière finale la question à notre expert comptable et CPA qui est dans l'équipe, qui aura évidemment cette réponse claire. Mais en tout cas, pour donner une première réponse, voici mes premiers mots, mais je déférerai la finalité de cette question à mes équipes. Parfait. Merci Alexandre d'avoir pris plus d'une heure avec nous aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour le début de cette année 2025. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler euh, notamment divorce et je crois qu'on va parler aussi un petit peu de succession. Donc, si jamais, n'hésitez surtout pas à vous connecter mardi prochain. Merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez dans le monde. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Bonne année, à très vite.